Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler chantier participatif. Alors c'est un volet que on voulait aborder avec vous parce que déjà c'est... Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vous parler de chantier participatif et pour une raison assez simple, c'est que sans l'aide de nos bénévoles, ce chantier à mon avis aurait duré beaucoup plus longtemps. Donc c'est déjà une première chose, je voudrais par l'intermédiaire de cette vidéo remercier à nouveau tous les bénévoles qui sont passés ici, tant pour leur aide physique que pour leur soutien moral, que les personnes qui sont aujourd'hui devenues pour la plupart des amis qui sont encore avec nous au quotidien. Donc merci à eux. Et du coup, ça me fait faire une vidéo à ce sujet qui peut peut-être vous intéresser si vous posez la question de savoir s'il faut mener à bien votre chantier par le biais du chantier participatif. Et alors ma réponse est oui, mais. Et alors vous allez voir pourquoi. Alors je vais commencer, je vais peut-être partir un peu dans tous les sens, mais déjà j'ai été surpris de voir la rapidité avec laquelle le chantier de Rémi et Diane, donc en route vers demain, que vous pourrez trouver, je vous mettrai les liens dans la description. Donc eux ont fait appel au bénévolat, mais on fait appel aussi à beaucoup de professionnels, et ça a fait que la durée de leur chantier a été quand même aussi relativement courte. Et donc, je vais commencer mon propos en disant que aujourd'hui, l'appel au chantier participatif va surtout se faire pour des questions, je pense, économiques. Parce que si vous avez les moyens de travailler avec des professionnels, je vous conseille vivement de le faire. Parce que vous allez gagner en temps, en énergie, et vous allez peut-être éviter aussi des boulettes. Parce que si, comme moi, vous n'êtes pas du métier, vous allez apprendre sur le tas et c'est pas tout le temps facile de faire du travail de pro quand on n'a pas les bases. Donc ça c'est la première chose. Donc si vous avez les moyens, je pense qu'il faut mieux recourir à des professionnels. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus sur les ressources à disposition aujourd'hui pour se lancer dans un chantier Earthship. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et pour ceux qui veulent passer par le chantier participatif, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Dans notre cas, au tout début, on était un peu mal à l'aise avec l'idée de faire venir des gens, de les faire venir seulement moyennant un couvert, un gîte, et voilà, et puis pas grand chose d'autre. Donc du coup, ça nous mettait un peu mal à l'aise parce qu'on voyait ça un peu comme une forme d'exploitation humaine moderne. Et en fait, on s'est vite rendu compte que, je l'avais déjà un peu dit dans une autre vidéo, mais je le répète ici, c'est que en fait on se rendait compte que si votre chantier participatif se passe bien, normalement les bénévoles vont forcément repartir avec quelque chose, que ce soit un savoir-faire technique, un échange humain, une expérience tout simplement. Bref, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui fera, je l'espère en tous les cas, que les bénévoles repartiront avec quelque chose. Donc l'échange de bons procédés, pour moi, il y a de fortes chances qu'il se fasse. Après, ça dépendra bien sûr de vous et de comment vous faites l'accueil, ce que je vais un peu évoquer plus tard dans la discussion. Et l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que, alors, pour les bénévoles, déjà, comment les trouver? Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Tuisa, qui c'est en fait un peu le Blablacar du chantier participatif. Donc c'est une plateforme super bien faite qui référence tout un tas de chantiers, de maisons, rénovation de maisons, de projets de construction de maisons écologiques. Bref, il y a tout un tas de super projets qui sont référencés sur cette plateforme. Et donc sur cette plateforme, on va pouvoir mettre en ligne un chantier et de pouvoir séquencer ce chantier, de dire par exemple de telle date à telle date, on a besoin de bénévoles pour les enduitaires, pour la charpente, etc., etc. Donc c'est the plateforme idéale pour mettre en ligne votre chantier et y retrouver des personnes potentiellement intéressées par votre chantier. Ça, premier volet. Et j'ai tiré en fait la structure de cette vidéo autour d'un article qui a été fait par Tuisa. Donc je vous invite à aller le voir, je le mettrai dans les liens de la description, qui donne un peu des astuces pour faire en sorte que le chantier participatif se passe pour le mieux. Alors au niveau de l'accueil, ils ont fait deux volets, donc l'accueil et le chantier. Pour l'accueil, déjà, soyez clairs sur vos motivations.
sur voilà, qu'est-ce que vous attendez de vos bénévoles, qu'est-ce que vous attendez sur les phases de chantier, etc. Voilà, c'est juste être clair sur voilà, les motivations, les attentes de chacun. Ensuite, définir les conditions d'accueil, ça c'est important aussi parce que vous allez avoir des personnes qui vont venir. Nous, on avait un mobil-home dans lequel on pouvait accueillir des gens. En plein été, on pouvait accueillir des personnes en tente sur le terrain. On avait un conteneur dans lequel on pouvait aussi mettre des personnes. Et on avait un gentil voisin qui aussi, en hiver, nous permettait d'accueillir aussi des bénévoles chez lui dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est très important de définir voilà, vos conditions d'accueil, s'assurer que vous ayez la logistique suffisante pour accueillir pour le couchage, pour l'intendance, pour manger, parce que pareil, faire à manger pour quand même 6 voire 10 personnes, logistiquement c'est pas évident. Donc tout ça, s'assurer que vous ayez bien défini vos conditions d'accueil qui soient optimum. Ça me fait penser oui aussi sur la communication. Donc la communication, là aussi, il va falloir faire preuve d'un très gros effort de communication. Je dis très gros parce qu'en fait, moi, on va dire que j'aime le rapport humain, donc c'est assez naturel chez moi. Mais quand on est fatigué, éreinté, sous 32 degrés de soleil, après des semaines et des semaines de galère, etc., la communication, on va dire qu'elle est moins fluide. Donc du coup, il faut s'assurer que, bon, déjà en termes de communication, on soit bon, parce que c'est aussi par tout ça que ça va passer, hein, l'échange des savoirs, la bonne entente sur le chantier, tout ça. Donc assurez-vous que vous soyez en capacité d'être bon en communication pour que l'échange se fasse dans les meilleures, encore une fois, conditions. Au niveau de la disponibilité, là aussi, il faut s'assurer que voilà, vous soyez disponible et donc ne pas non plus par exemple, ça rejoint un peu le volet de l'organisation, mais typiquement, nous, à un moment donné, on avait eu une phase où on avait 10 ou 11 personnes sur le chantier. Ça a duré 2 jours. Au bout des 2 jours, Mag et moi, on a pleuré de fatigue. C'était impossible à gérer tout le monde. C'était impossible de parler avec tout le monde. C'était impossible d'assurer la sécurité de tout le monde. C'était compliqué. Donc, en fait, là-dedans, dans la disponibilité, je vais mettre une parenthèse. C'est que nous, on avait constaté, alors c'est propre à notre chantier, mais on a constaté que le chantier, le nombre maximum pour que ça se passe bien, c'était 6 personnes. Au-delà, ça devenait ingérable, et en plus de ça, on avait l'impression qu'on baissait en capacité de travail, donc ça devenait contre-productif. Donc, parce que en fait, ça s'explique assez bien, c'est que du coup, vous allez devoir assumer le rôle de l'intendance, de la sécurité, de la gestion du chantier, de la gestion de l'outillage, les pannes, hein, tout ça. Donc tout ça, c'est pas possible si on est plus de 6 personnes. Après, si vous arrivez à déléguer des postes à des amis ou des personnes qui peuvent eux reprendre ce rôle-là, qui est le vôtre, et le dupliquer et pouvoir assurer des équipes, ça serait possible. Mais ça demande encore un cran d'organisation supplémentaire. Pour la communication aussi, je reviens un peu en arrière, j'y repense. Il y a certains chantiers où ils mettent en place une charte de comment on appelle ça, de bonnes pratiques, où on va dire par exemple ne pas fumer, ne pas boire, ne pas n'importe quoi, respecter les personnes. Enfin bref, vous pouvez mettre une charte et faire en sorte que cette charte soit à disposition des personnes qui viennent. Comme ça, elles seront mis au sein d'un cadre qui, je l'espère pour vous, ils respecteront. Nous, on n'en a pas eu besoin. À y réfléchir, peut-être qu'on aurait dû le faire pour certaines tâches, par exemple la vaisselle, on aurait pu se partager ces tâches-là et ne pas nous s'y coller, parce que quelquefois on était à faire la vaisselle pendant que les gens étaient sur le chantier. Enfin bref, on aurait pu peut-être un peu s'organiser là-dessus. Et s'entourer dans ce volet-là, toujours dans l'accueil, ça c'est quelque chose que nous on a fait pour les enduits terre. Il y a plein de phases du chantier où on n'était pas très très à l'aise, et dont une, celle-ci, les enduits, où on s'est dit il faut faire venir un pro, parce que là on n'est pas en capacité de transmettre quoi que ce soit. Donc on a fait venir un pro de la vallée d'à côté qui est venu enseigner, un vrai professionnel, enseigner cet aspect-là de la construction. Donc voilà, ça peut donc s'entourer de professionnels ou d'amis qui gèrent la logistique, etc. Enfin bref, ça rejoint aussi un peu ce que je te disais tout à l'heure.
Ensuite, venons-en au chantier. Alors, le chantier, alors ça peut-être que j'en reparlerai dans une vidéo vraiment dédiée à l'organisation du chantier, mais plus vous allez anticiper, mieux vous allez gagner en temps, en énergie, en tout. Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Vous allez faire venir des bénévoles pour une phase donnée. Assurez-vous que pour cette phase-là, vous ayez les matériaux, la disponibilité des personnes, je vais y arriver, la météo, enfin bref, tout un tas de choses qu'il faudra anticiper en termes de facteurs humains, techniques, etc. Pour assurer là aussi le meilleur accueil pour vos bénévoles. Pour la partie sécurisation, sécurité, on va dire. Donc là, pareil, assurez-vous, si maintenant vous êtes sur des phases un peu dangereuses, j'ai appris que le chantier était le bâtiment était le secteur le plus accidentogène en termes de mort. Donc voilà, il ne faut pas le négliger. Assurez-vous que vous ayez des équipements de protection individuelle, que si la personne n'a jamais utilisé une scie circulaire ou des outils dangereux, assurez-vous de l'accompagner dans l'usage de ces outils, de s'assurer qu'il le fait bien et qu'une fois qu'il est vraiment en confiance, vous le laissez. Mais vraiment, ne négligez pas du tout l'aspect sécurité. S'il y a des travaux en hauteur, sécurisez les travaux, les personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment très très important et ça me fait penser que dans ce cadre-là, il faut s'assurer. Et pour ça, Tuisa a mis en place un truc vraiment génial, c'est que en fait, si les personnes que vous faites venir sont adhérentes à Tuisa, elles seront assurées. Donc ça, c'est pour moi indispensable que les personnes qui viennent chez vous soient couvertes, parce que s'il arrive quoi que ce soit, je préfère pas l'imaginer, mais ça peut être catastrophique. Donc voilà, mon conseil, ce serait de faire venir exclusivement des personnes qui viennent par le biais du réseau Tuisa. Comme ça, vous êtes sûr qu'au niveau assurance, vous n'aurez pas de soucis. Pour la partie organisation, ça rejoint un peu la partie anticipation. C'est de bien organiser votre chantier, les outils, de faire en sorte que ça soit des chantiers propres, qui est les outils nécessaires, enfin bref, l'organisation de toute façon c'est le maître mot pour un chantier réussi, pour gagner du temps, pour gagner en énergie, bref c'est là aussi, n'ayez pas peur de prendre le temps d'organiser vos chantiers avant de les lancer, quoi. Et puis après il y a toute la phase d'encadrement, où là l'encadrement pour moi c'est ça a été un peu la partie on va dire sport, parce que j'étais pas techniquement à même de transmettre certaines choses. Il y a des fois j'étais au même niveau de connaissance que certains bénévoles, donc après ça dépend des sujets qu'on aborde, mais il faut essayer d'être au maximum auprès de nos bénévoles, de s'assurer qu'ils aient compris, qu'ils sont dans la satisfaction de ce qu'ils font, etc. De pas les laisser tout seuls dans un coin, de s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils ont à boire, à manger, qu'ils se sentent bien. Enfin bref, toute cette partie-là me paraît vraiment là aussi indispensable pour que l'expérience de vos bénévoles se passe pour le mieux. J'y pense, faites attention aussi, je reviens très en arrière, faites attention aussi par exemple, certains bénévoles ont des régimes alimentaires particuliers, donc là aussi faites attention, posez la question, adaptez vos menus en fonction de ça, comme ça vous allez là aussi assurer le meilleur accueil. Je suis sûr que j'oublie plein de choses, si c'est le cas, je referai peut-être une vidéo, sinon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires peut-être vos retours d'expérience sur le chantier participatif que vous avez fait ou en tant que bénévole. Je serais curieux d'avoir votre avis. Et je vous mets donc le lien de la description de Tuisa. Enfin, dans la description, je vous mets le lien de Tuisa. Et puis, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses à mettre tout ça en commentaire. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, plein de bonnes choses. Salut les autonomistes!